Bonjour. Alors, je vais faire le même numéro. Bonjour à tous. On va dire que je ne suis pas un réinventeur. Mais j'espère pouvoir être peut-être un catalyseur et une enzyme. Vous avez vu, j'ai répété. En tout cas, pour les entreprises du médicament et pour le secteur de la santé. Au fond, le sujet de cette présentation, c'est vous montrer ce qu'on a réalisé depuis en fait une dizaine d'années. Et je vais reprendre quelques thématiques qu'on a vues. L'idée est de proposer une plateforme qui propose des cartes pour que chacun des métiers, chacune des disciplines qui contribuent à la mise en place, à la création d'un médicament, collabore mieux. Si je parle de productivité et d'attrition dans votre secteur, évidemment, tout le monde sait de quoi je parle. Taux d'attrition, 96%. Donc si on pouvait s'inspirer d'autres secteurs, ne serait-ce que pour gagner un demi%, il y aurait déjà substantiellement un gain. Déluge d'informations depuis l'ère du séquençage et c'est en train d'être multiplié. Que font d'autres industries face à ce big data? Le big data est un terme très moderne aujourd'hui, tout le monde en parle, c'est le buzzword actuel. Il y a d'autres industries qui, en fait, sans le dire, font ça depuis très longtemps, différemment, avec d'autres types de données. Mais là aussi, peut-on revisiter? Et puis, contraintes réglementaires, régulation. Je ne reviens pas sur les courbes de coûts qui augmentent et les blockbusters qui se stabilisent. Donc, la collaboration, en réalité, pour la conception du médicament, c'est d'abord et avant tout un enjeu business. Donc, ce que je vous propose, en réalité, c'est de voir très rapidement, pendant 3 minutes, ce que d'autres industries ont fait dans ce domaine de la collaboration de développement d'un produit. Et puis ensuite, je vous montrerai pendant 5 minutes ce que nous vous avons proposé après un certain nombre d'années et d'investissements, plus de 150 millions d'euros, suivi par une acquisition de 1 milliard. Donc, on y a mis les moyens. On va voir si c'est un catalyseur ou une enzyme. Alors, vous voyez ici un certain nombre d'industries. Ça fait 30 ans qu'il y a d'autres secteurs qui font de la collaboration. Alors, qu'est-ce qu'on entend par collaboration? On entend d'abord et avant tout décloisonnement des métiers. Si je parle d'une pipeline et qu'on commence à lister tous les métiers, depuis la discovery jusqu'à la préclinique, la clinique, la phase 1, la phase 2, le nombre de métiers est évidemment incroyable. Probablement d'ailleurs dans une magnitude supérieure au secteur que vous voyez là. Mais la diversité des métiers, elle existe. Alors, qu'est-ce que d'autres secteurs ont mis en place depuis 30 ans? Une petite illustration. Alors ça date il y a 15 ans, donc c'est quasiment de l'archéologie. C'est dans l'aéronautique. Vous voyez juste là, en fait, on pourrait dire ici que c'est dans le cloud. À l'époque, on disait que c'était juste connecté. 2 corps de métier qui travaillent sur un même objet. Vous avez un aérodynamicien et puis un concepteur. Et en fait, à l'époque, les gens ne collaboraient pas ensemble. Les gens avaient chacun une phase en silo où chacun produisait des données, puis passait les données au collaborateur suivant dans un autre métier. Toute forme d'équivalence avec votre secteur serait évidemment totalement fortuite. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait travaillé sur un espéranto, ici le 3D. Et ce qu'on a vu avec les exemples de Luc, c'est ça aussi, entre les chirurgiens et les médecins, de manière à réduire la complexité des disciplines et permettre en fait une compréhension beaucoup plus naturelle autour de l'objet technique. On verra après quel paradigme nous avons pris pour un développement de médicaments. Décloisonnement des métiers, rencontre des disciplines. Ça, je dirais, c'est dans les phases amont. Et c'était une illustration dans l'aéronautique. Je ne vais pas les faire les 10, je vous rassure. Je vous en montre juste une autre dans l'automobile. Parce que là, j'ai parlé des phases amont, mais il y a aussi les phases aval. Alors, les phases aval, et si jamais j'étais capable de faire remonter les contraintes des phases 1, des phases 2, des phases 3 dans le monde de la discovery ou de la préclinique. Et si j'étais capable, dans le monde de la bioproduction ou des bioprocédés, de faire remonter les données, ou en tout cas les retours d'expérience. C'est l'équivalent de ce que vous voyez là, où tout l'apparatus du moyen de production en automotive, en fait, est compris dès le départ par les gens qui conçoivent les voitures. Il n'y a pas de séquentialité dans ce secteur, il n'y a plus de séquentialité. Il y a une collaboration, je dirais, concurrente. Les voitures sont faites en même temps que les usines qui vont les produire. Imaginez un laboratoire ou des essais cliniques qui sont définis, ou une définition de cohorte qui serait faite au fur et à mesure que les programmes de discovery avancent. Alors, ce sont des analogies qui sont évidemment débattables, mais en termes de philosophie, c'est un certain nombre de retours d'expérience qu'on a des autres secteurs. Alors, si on regarde dans le détail, on s'est proposé il y a 10 ans, 2004 pareil, de contacter un certain nombre de pharmaceutiques. On a travaillé en fait avec le LEM et avec le G5. Et en se disant la chose suivante, finalement, nous n'y connaissons strictement rien en biologie et en médecine, pour être très clair. Vous auriez demandé à l'époque, dans mon entreprise, d'écrire le mot molécule, il y aurait eu plus de fautes d'orthographe que de lettres dans le mot, probablement. Par contre, quelque chose qu'on savait bien faire, c'est proposer des environnements où les métiers se rencontraient.
et casser les silos et forcer les rencontres en proposant des objets compréhensibles par tout le monde, à la fois sur l'objet technique scientifique et à la fois sur les moyens et les process aval. Donc capitalisation du savoir et du savoir-faire. On l'a vu aussi un peu avec l'exemple de Gilles. Une plateforme, c'est à ça qu'elle sert. Remonter des contraintes aval, ici c'est le schéma qui est un peu petit, que vous ne voyez peut-être pas, provient d'un certain nombre de consultants il y a quelques années, qui disaient que si on fait une espèce de statistique de la compréhension de tous les mécanismes d'action et on va dire l'évidence sur la sécurité du médicament, en réalité, pourquoi ne les attend pas plus tôt? Et on pourrait très bien imaginer une pipeline un peu réinventée qui cumule les informations multi-pipeline et non pas pipeline en silo, qui essaye de les fédérer de manière à avoir en réalité un corpus d'informations qui soit multiprogramme, la biologie étant universelle. Transformation des pratiques et des métiers, le vrai message, c'est qu'en fait, et c'est ce que vous avez aussi vu dans les exemples des autres industries, en réalité, le seul message que vous devez retenir, je pense, c'est que pour nous, la collaboration, ce n'est pas de l'IT et ce n'est pas de la communication. Vous avez tous dans vos entreprises des tas de systèmes, certains servant à la discovery, certains servant à la préclinique, certains servant avec vos CRO, certains servant avec vos CMO, certains servant avec la regulatory, etc., 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 etc. Ce n'est pas le fait de les connecter par Internet qui fait qu'on fait de la collab. Pour nous, la collaboration, l'environnement joue un rôle à part entière et il force en fait la revisite des métiers, justement pour décloisonner les phases qu'on a vues préalablement. Donc c'est ce que nous avons fait pendant 30 ans dans d'autres secteurs et c'est ce que nous sommes en train de faire avec un certain nombre de pharmaceutiques aujourd'hui dans votre secteur. Et puis dernier point, qui est peut-être plus haut niveau, business. On parle de changement de métier et de recomposition des disciplines, mais c'est aussi, ça permet aussi, cette notion de collaboration tout le long de la chaîne, évidemment, de recomposer les filières. Je vous ai donné un exemple là qui me fascine toujours, parce que je me demande, je ne prétends pas savoir, mais je me demande s'il n'y a pas des analogies extrêmement provocantes pour le secteur de la santé. Vous voyez deux avions qui ont été faits digitalement. Le 777, Boeing faisait 70% et avait des partenaires d'outsourcing sur 30%, tout en contrôlant l'IP, la confidentialité, les droits d'accès, patati patata. Le 787, c'est l'inverse. Boeing fait 30% à 200 suppliers qu'il contrôle parfaitement avec la propriété intellectuelle, et ces 70% sont faits par les suppliers. Le mouvement d'externalisation, bien mis en avant par un certain nombre de CEO de la pharma, avec le monde des CRO, des biotech, également des CMO, il nous semble qu'il y a un point d'inflexion en ce moment sur la recomposition de la chaîne de valeur et de la supply chain. Une plateforme de collaboration, c'est à ça qu'elle sert, à revisiter un modèle d'innovation, un modèle business et un modèle de prise de risque sharing. C'est ça qu'on fait. Alors, concrètement, c'est quoi? En 2007, nous sommes donc rapprochés du G5 et nous avons créé un projet qui est le projet, je crois, le plus large de tout BPI France. Alors, ça a été la 2I, puis ça a été Oseo, puis ça a été BPI France. Avec les membres du G5, donc je vais les citer, il y avait Sanofi, Ipsen, Pierre Fabre, Servier, d'autres acteurs qui n'étaient pas uniquement dans les sciences, on va dire, médicaments, Bayer pour Crop Science, et on faisait aussi la cosméto avec Pierre Fabre. Et l'idée était de se dire, ben voilà, on va proposer une plateforme analogue à ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, dans lequel les CRO et les bibliothèques ont accès, partagent le même type d'informations, standardisent avec une forme d'espéranto, peuvent conduire des essais, in vivo, in vitro, partager les données, peuvent faire de la modélisation et de la simulation in silico, faire du big data et corréler tout ceci. Donc ce projet, on l'a lancé, et je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Et évidemment, on a voulu que tous les stakeholders d'une société pharmaceutique puissent agir. Imaginez que vous avez une plateforme dans laquelle tout directeur de programme pharmaceutique a accès à l'ensemble des informations. Savoir l'ensemble des essais cliniques qui sont menés, par exemple. Savoir l'intégralité des informations externes scientifiques qui concernent l'aire thérapeutique ou en tout cas les programmes médicaments qui sont en train d'avoir lieu. Et puis évidemment, avoir accès à une innovation ouverte et sociale. Cette plateforme qu'on a mis au point, en fait, elle fédère toutes ces données. Par exemple, ici, ça, ce que vous voyez, c'est un extrait d'une longue démo qu'on a fait cet été. Vous avez ici, dans la plateforme, fédéré en temps réel, l'ensemble des informations qui proviennent soit des hôpitaux, soit des essais cliniques eux-mêmes, géolocalisés, avec les cohortes et les centres. Et puis un système de navigation qui est assez intuitif pour pouvoir très rapidement retrouver quel essai clinique. L'idée ici, c'est que la collaboration est à la fois inbound et outbound, interne et externe. Et aujourd'hui, le monde va trop vite pour qu'on ait deux vitesses de collaboration. Une qui concerne les informations dans l'entreprise et une qui soit plus lente avec les informations venant de l'extérieur.
Et puis dans le cadre de notre plateforme, c'est pas seulement une plateforme scientifique, c'est une plateforme business. Donc on a ici évidemment du monitoring de programmes. Dans le cadre du projet qu'on a fait, on s'est attaqué à de vrais exemples. Et on a travaillé avec nos partenaires. Dans le cadre de ce scénario, on se préoccupait d'une bithérapie. Et là, on avait besoin, on allait sur les réseaux sociaux, on a une application pour trouver quelqu'un qui nous expliquerait un phénomène. Application d'essai clinique ici, vous allez voir. En réalité, la bithérapie faisait, c'est les deux ensembles de points, il y avait une sous-partie de la population qui répondait positivement, diminution de la taille de la tumeur en fonction du temps, mais une autre partie de la population qui, elle, résistait lamentablement. Et donc, on avait un véritable problème d'investissement, on était à la phase 2, et en fait, le médicament, il ne réussissait pas à couvrir l'intégralité de nos cohortes. Pouvoir de la modélisation et de la simulation, on reliait dans le modèle un certain nombre de biomarqueurs qui étaient connus par ailleurs, la plateforme arrivant à fédérer toutes ces informations. C'est l'équivalent de la maquette de l'avion que vous avez vu avant. Et on arrivait à constituer ce que vous voyez ici, qui est un modèle de cellules cancéreuses, que nous sommes en ce moment même en train de calibrer sur des lignées cellulaires. Et vous voyez ce modèle comme la résultante d'un ensemble de collaborations venant de différentes équipes. Vous pouvez avoir certaines équipes qui travaillent sur certaines hallmarks, certaines autres équipes qui travaillent sur certaines autres hallmarks, certaines voies métaboliques, certains pathways, certains oncogènes. Et au fur et à mesure que la connaissance progresse, le modèle est updaté. Ce qui fait qu'on a cette espèce d'espéranto dont je parlais. Évidemment, à chaque fois qu'un nouveau résultat était publié, nous le rendions accessible à l'ensemble des stakeholders, ici dans la partie discovery et préclinique de la société. Après, collaboration, j'ai dit, c'est capacité que tout le monde ait accès à l'ensemble des informations. Dans le cadre de notre scénario, puisqu'on avait un problème de couverture de nos cohortes, on voulait trouver un traitement alternatif, ou en tout cas faire une légère modification au programme médicament, de façon à remettre la deuxième population dans la course. Ce que nous permettait la plateforme, en réalité, c'est de rapatrier toutes les données publiques, modulo certaines contraintes évidemment informatiques. Donc ce que vous voyez ici, par exemple, c'est l'ensemble des interactions connues dans l'univers chimique du candidat médicament qu'on était en train de concevoir. Aujourd'hui, le travail d'un scientifique pour faire ça, c'est post-it. Et il va dans une base, il regarde, il va dans une autre base, il regarde, c'est pas les mêmes identifiants. Bref, c'est un travail fastidieux. Là, l'apport de la plateforme collaborative, c'est de rapatrier, de corréler toutes les données. Et puis, à la fin de la démonstration, on obtenait un modèle simulable alternatif d'un candidat médicament, avec un certain nombre d'endpoints, puisque le but était de corréler à la fois les informations de la discovery et les informations de la clinique. Donc vous voyez, en réalité, une plateforme qui permettait à la fois de comprendre des résultats cliniques, puis de zoomer au niveau cellulaire, faire de la modélisation ensemble avec plusieurs disciplines, capitaliser tous ces résultats. Bon, après, je vais assez vite, on a disposé d'un certain nombre d'applications qui sont plus classiques pour aller là dans la modélisation chimique du nouveau médicament candidat, pour vérifier son efficacité. Et puis, une fois que ceci est fait, vous allez voir, on proposait même d'aller jusqu'à la safety, faisant intervenir là aussi un autre corps de métier, toxicologue. Et ce que vous voyez ici, par exemple, pour l'immunogénicité, qui est un sujet évidemment crucial, une capacité virtuelle basée sur des big data de prédire par population l'effet immunogène du nouveau candidat médicament. Donc en réalité, cette petite vidéo, qu'est-ce qu'elle vous montre? Par collaboration, on a essayé de répliquer ce que vous aviez vu pour l'automobile ou pour l'aérospace. Tous les métiers qui sont partie prenante de la conception d'un médicament, depuis l'étude vraiment amont biologique des phénomènes, jusqu'à la mise en commun des informations, jusqu'à la modélisation pour une efficacité, jusqu'à l'assessment de la safety, tout ça mis en commun dans une plateforme qui est consultable par l'ensemble des personnes, évidemment, avec droit. Ici, par exemple, on permet de déimmuniser une partie du médicament de façon à réduire son risque immunogène. Et à la fin, ce que permet cette plateforme, en tout cas c'est la vision qu'on a et qu'on est en train de conduire avec un certain nombre de pharma, c'est en fait d'avoir non pas la maquette de l'avion, mais le target product profile, c'est-à-dire la carte d'identité de l'ensemble des candidats médicaments par type de KPI et évidemment mis à jour quasiment en temps réel. Donc c'est ça le projet qu'on a fait pendant 10 ans. Il est en train d'être mis sur le marché aujourd'hui. Il y a un certain nombre de pharmaceutiques, certaines du G5, certaines dans d'autres géographies, en fonction de l'affinité au risque, qui sont en train de nous aider à l'enrichir et à en faire, nous espérons, une forme de plateforme standardisée de manière analogue à ce qu'on a fait dans nos industries. Je terminerai par quelques commentaires sur en fait, les points communs avec tous les intervenants, je pense, c'est ce qu'on essaie de faire, parce qu'on a tous plus ou moins parlé du digital en réalité.
On a tous parlé d'expérience numérique. Et vous avez vu qu'il y a une espèce de fil conducteur et de trame transversale qui relie en fait quasiment tous les métiers, que ce soit les chirurgiens, que ce soit les cliniciens et les médecins, que ce soit la médecine connectée. La plateforme qu'on est en train de faire, qui est sur le marché aujourd'hui, qui s'appelle la 3D Experience, qui est symbolisée par ce petit symbole, elle a pour ambition, et on est conscient que c'est une grande ambition, mais de connecter en réalité les différents piliers que vous avez vus. Une partie de modélisation qui se veut multi-échelle. On a vu le foie. Nous, on a fait d'autres essais avec la FDA sur le cœur, mais on va vouloir aller jusque-là. Nous, on veut faire le Google Earth des organes. C'est ce qu'on est en train de faire, en travaillant avec un certain nombre de chirurgiens et de médecins. C'est la partie gauche. La partie qui exploite les données et le big data, en partant de la clinique et en étant centré. Alors, si on est dans la clinique, on va dire population et patient. Si on est dans le monde de tous les jours, moi, je préfère dire le citoyen et sa santé, parce qu'il faut aussi qu'on s'occupe aussi de ceci. Et donc, on est en train d'investir énormément là-dedans. Et donc, d'ailleurs, appel à toute bonne âme. Nous sommes très avides de partenariat dans cet espace. L'aspect collaboration qui est transversal sur tous les stakeholders, scientifique mais business, on ne considère pas que c'est décorrélable. On ne considère vraiment pas que c'est décorrélable. Il y a évidemment des choix de stratégie qui sont faits pour des raisons scientifiques, mais il y a aussi des choix de stratégie qui sont faits pour des raisons business, et on veut les corréler de manière très intime. C'est pour ça que notre plateforme, on la considère à la fois scientifique et business. Et puis, ce qui arrive après, c'est la santé et la médecine connectée. Nous avons aussi des projets là-dedans. Ce qu'on voudra faire dans le cadre de la petite démo que vous avez vue, évidemment, c'est une fois qu'on est après la mise sur le marché du médicament, on veut pouvoir évidemment monitorer les effets, faire de la pharmacovigilance que je vais appeler sociale, et évidemment aller vers le e-health. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Patrick Johnson. Alors, on va être en relation avec Luc Solaire aussi. Pour changer, j'aimerais bien que vous posiez des questions aux uns aux autres. Donc voilà. Qui veut commencer ? On peut avoir Luc Solaire sur le grand écran ? Voilà, très bien. Et alors qui commence ? Luc Solaire, vous avez une question à quelqu'un ? En fait, j'ai remarqué entre toutes les présentations, il y a un point commun, c'est que derrière tous ces systèmes, il y a un travail collaboratif qui est réalisé à distance. C'est assez intéressant d'ailleurs. On voit que la partie réseau est très très importante. Et puis il y a aussi la partie information qui est transmise. Il faut qu'entre les différents acteurs, on puisse communiquer des informations qui soient compréhensibles par tous. Alors je vais poser une question à Dassault Systèmes en fait. Patrick Johnson. Oui. Au niveau de la partie affichage d'informations qui puisse être compréhensible par tout le monde, on s'est rendu compte au niveau chirurgical, au niveau radiologique, qu'afficher des informations en 3 dimensions était très intéressant, mais qu'on perdait une partie de l'information en les affichant sur des écrans 2D. On s'est aussi rendu compte, on en parlait avec la communication, qu'il y avait des systèmes aujourd'hui, des dispositifs qui permettaient d'afficher en 3 dimensions et de percevoir en 3 dimensions, y compris d'ailleurs en envoyant des informations à distance. Alors j'aimerais avoir votre avis sur ce type d'équipement. Est-ce que vous pensez que c'est Google Earth ou ces lunettes Optinvent par exemple, ou d'autres types de lunettes plus immersives et peut-être plus invasives aussi, peuvent prendre une part importante demain, à la fois dans la partie collaborative et dans la partie compréhension de données à distance. Alors, en fait, vous avez répondu dans votre présentation, mais je peux qu'être... donc oui, je pense oui. Et d'ailleurs, je voudrais ici rendre hommage à l'IRCAD, que j'avais eu la chance de visiter il y a quelques années, et vous avez été précurseur là-dessus. Nous, on pense qu'au-delà du 3D, tel qu'on se le représente comme une visualisation, nous, on pense que les technologies de l'information vont augmenter le monde, grosso modo. Et ça va être vrai à la fois dans le quotidien. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train de se positionner aujourd'hui. On a tous entendu parler de lunettes à réalité augmentée. Mais ça va être aussi vrai dans l'industrie, ou dans la médecine, ou dans les hôpitaux. L'industrie du futur, aujourd'hui, est en train d'aller par là. Les moyens de production sont en train d'être avec réalité augmentée. Et les valeurs que vous donnez, qui sont à la fois meilleure compréhension, à la fois scientifique, technique, bah évidemment, parce qu'on va être immergé. J'oserais pas... utiliser des termes de médecin, mais reptiliennement, on est quand même câblé d'abord comme ça. Donc on va évidemment mieux percevoir la complexité des phénomènes. Et puis, augmentation, ça veut aussi dire rajout d'informations en contexte. Et c'est exactement ce que vous montrez quand vous avez la tumeur qui est suivie en temps réel et qui est recalibrée en positionnement. Ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons dans d'autres secteurs. Moi, je suis persuadé que, et là je vais reprendre une terminologie qui ne vient pas de nous, mais l'informatique holographique,
même si c'est un peu grandiloquent comme terme, c'est plus qu'un point d'inflexion, c'est une nouvelle ère, probablement. Je suis assez convaincu qu'on est passé du mainframe au desktop, du desktop à la mobilité, on va aller vers l'ubiquité immersive. Je suis assez convaincu de ça, oui. Merci. Alors, Pierre Laurent, est-ce que vous avez une question à poser à l'un des trois autres? Encore pour Patrick. Déjà, bravo pour tout ce que fait Dassault Systèmes, c'est assez magnifique. Hein. Je pense que c'est du savoir-faire de pointe à la française. Et j'avais une question sur les objets connectés. Vous en parliez voilà, en filigrane à la fin. Là. Donc, quelle est la stratégie de Dassault Systèmes en la matière? Non, mais dans notre domaine, enfin dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui, alors on a commencé à travailler là-dessus. Bon, c'était 10 minutes, donc j'ai été très frustré de ne pas pouvoir vous montrer. Mais il y a un point qui nous intéresse énormément sur l'aspect objet connecté et qui, je pense, est vraiment en lien avec tous les commentaires qu'on a vus. Quand vous allez avoir un sensor, un capteur qui va commencer à restituer un certain nombre d'informations, vous allez en avoir un autre qui va donner d'autres informations sur d'autres modalités. L'intérêt de tout ça, évidemment, c'est la corrélation et l'analytique, c'est l'intelligence au-dessus. Mais du coup, la conséquence, nous, on pense, ça va être une recomposition des filières. Quand vous avez un acteur industriel qui est spécialisé sur, je dis n'importe quoi, moi, le glucose. Là, je commence à parler de ce que je ne connais pas, hein, mais restez tous avec moi. Et un autre acteur qui utilise un autre sensor sur un autre type de données biologiques, mais que c'est la corrélation des deux qui fait qu'il y a une vraie valeur pour le patient et le citoyen, que doivent faire ces deux acteurs? À un moment, il va y avoir une recomposition des filières et des segments. Et donc, nous, on voit le potentiel des objets connectés, de l'Internet des objets, et tous les termes associés, surtout comme un formidable catalyseur de reshuffle des positions actuelles pour de la plus grande valeur pour le consommateur. Merci. Gilles Vassal, vous avez une question pour qui? Ne me dites pas que vous avez aussi une question pour Patrick Johnson. Eh bien, non. Ah, yes, je m'en vais. Mais pour M. Solaire. Oui, donc allez-y. Pour Luc Solaire. Oui, je peux. Allez-y. Vous nous avez montré une approche tout à fait remarquable utilisant l'imagerie anatomique. Un des vrais enjeux à l'heure actuelle en cancérologie et ailleurs, c'est l'imagerie fonctionnelle. Est-ce que les développements ultérieurs pourront intégrer ces approches? Y voyez-vous des limites technologiques? Ou est-ce simplement la prochaine étape de votre travail? Alors évidemment, en 10 minutes, je ne peux pas tout montrer. Donc non, c'est déjà intégré dans les activités actuelles. L'imagerie fonctionnelle est un élément primordial parce qu'évidemment, connaître l'anatomie, savoir où couper, c'est une chose, mais si après ça ne fonctionne pas, ça ne servira pas à grand-chose. Donc l'exemple sur le foie, d'ailleurs, c'est déjà une imagerie fonctionnelle. Quand on montre les territoires vasculaires qui vous fournissent les segments anatomiques, c'est déjà une fonction hépatique que l'on sous-entend derrière. On utilise beaucoup aujourd'hui des traitements et même de l'assistance péropératoire sur cette partie fonctionnaire. L'imagerie au bloc, le bloc hybride dont on parlait tout à l'heure, sur lequel travaille l'Institut hospitalier universitaire de Strasbourg, a mis un très gros axe sur cette partie imagerie fonctionnelle en utilisant notamment l'IRM. L'objectif de demain, c'est en effet pas une imagerie 3D, vous l'avez bien compris, qui est une imagerie anatomique, mais c'est une imagerie 5D, la quatrième dimension étant la déformation des organes et la cinquième étant la fonction de l'organe. Et on ne pourra pas se passer de ces différents éléments. Évidemment, c'est plus facile de comprendre du 3D parce que voilà, ça bouge pas, donc on va pouvoir mieux concevoir. La vraie difficulté que je vois derrière tout ça, c'est comment transmettre l'information, comment faire pour qu'elle soit compréhensible par tous. Plus on met d'informations, plus on a du mal à bien voir ce qui est important. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai retiré dans l'image le réseau biliaire et le réseau artériel quand j'ai montré l'image pour bien voir la tumeur. Parce que quand je mettais toutes les structures, mais en fait, il y avait tellement d'informations que j'arrivais plus à voir l'information utile. Donc je pense que la difficulté, le challenge, outre le fait de tirer l'information fonctionnelle et de s'en servir, c'est d'arriver à fournir une information visuelle ou compréhensible par l'utilisateur qui va être utile et qui va être l'information juste. Ça, c'est très compliqué, peut-être plus compliqué encore que de fournir d'un coup toute l'information. Et d'ailleurs, votre utilisateur ne sera pas que le chirurgien, ça sera aussi les médecins et toute autre personne. Parce que les médecins auront toujours un rôle important, même quand les ordinateurs et les systèmes nous diront quel est le diagnostic du patient. Patrick Johnson, vous avez une question pour quelqu'un? Alors, pas pour moi, du coup. Pour Gilles. Yes. Alors, le sujet des essais cliniques, donc des patients et des cohortes, et on va dire de la médecine personnalisée et du Quantify Self, c'est-à-dire la santé à la maison,
Est-ce que vous voyez les frontières de ces domaines, je ne vais pas dire fusionner, mais se rapprocher? Est-ce qu'à la fin, vous, dans votre exercice quotidien, vous aimeriez bénéficier d'un ensemble de données qui proviennent à la fois de certaines populations sur lesquelles vous conduisez des essais, de données qui viennent de l'environnement, du quotidien de la personne? Est-ce que cette frontière-là reste encore, ou est-ce que, par fluidité numérique, vous commencez à voir la frontière? Est-ce que ça a un sens ou pas? Alors, je ne vais peut-être pas parler de fluidité numérique, parce que ce n'est pas totalement dans mon domaine. À l'heure actuelle, les essais cliniques permettent de bien évaluer dans des cohortes spécifiques l'efficacité, la tolérance des médicaments. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est générer de la connaissance lorsque le médicament entre dans la vraie vie. Et ça, c'est un enjeu absolument majeur pour les patients, pour la société, pour tout le monde. Et je pense que là, les approches que vous décrivez... c'est plus que la pharmacovigilance. Et je pense que ça, c'est un vrai enjeu pour tout le monde, et en particulier en cancérologie. Quand le médicament passe de l'essai clinique à il est autorisé, eh bien, ce ne sont plus les mêmes patients. Et il faut absolument générer de la connaissance qui va au-delà simplement de la tolérance de l'efficacité. Ça peut inclure des données économiques et autres. Et je pense que c'est là où il faut vraiment investir, parce qu'actuellement, c'est vraiment sous-déployé. Merci à tous, merci à tous les quatre, merci Luc, merci à vous. Écoutez, je vous propose de faire donc une brève pause, et quand nous allons nous retrouver ensuite, nous allons parler de tout ce qui a été dit dans les dernières interventions, mais jamais répondu, toutes ces questions autour du financement, toutes ces choses-là merveilleuses, comment va-t-on les financer ?